C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau CQFR. Shai, on avait 6 matchs au programme la nuit dernière. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement ton attention? Bah, je me suis mis sur le match, OKC-Dallas en espérant voir peut-être un duel entre aspirants MVP entre Shai et Luka. On savait que Luka était incertain, il a malheureusement pas joué. Mais ouais, je retiens qu'OKC a poursuivi le chassé-croisé avec, alors tantôt Minnesota, tantôt Denver. Là, c'était Denver qui avait repris le contrôle, mais OKC tremble pas sous alors la pression est relative, on n'est pas en playoff, mais sous les attentes de les voir finir en tête de la conférence Ouest. Et OKC a battu Dallas. C'est le match que j'ai retenu parce que Shai Gilgeous-Alexander a fait du Shai Gilgeous-Alexander avec encore un énième match à 30 points. Et voilà, je retiens cette victoire solide du Thunder malgré une bonne équipe de Dallas. 126-119 pour le Thunder contre les Mmh. Mavericks. 31 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 interceptions pour Shai Gilgeous-Alexander. Il a tiré à 9 sur 16. C'est son 49e match à 30 points ou plus cette saison. C'est un record pour le Thunder. C'est mieux que Mmh. Kevin Durant. Ou c'est en Si, si, passe d'être un record? Je crois que non, non, il a ça y est, déjà battu le ouais, record. ouais, 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 c'est je crois ça. il me semble qu'il a Ouais. battu le record, c'est ça, il a battu le record de Kevin Durant. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a le retour de Jalen Williams. Ça Mmh. change la donne, mine de rien. Il est revenu de sa petite blessure à la cheville, 27 points directement. Moi, il y avait un allez, je continue sur des stats. 36 points, 12 passes pour Kyrie Irving. Il y avait un truc que moi, je voulais suivre particulièrement sur ce match, c'était Daniel Gafford. Oui, bah, oui. Il avait une série en cours de paniers consécutifs sans Tr rater. 33, ouais. Il s'est finalement arrêté à 33. Donc, il a le record officiel, mais on sait que c'est pas vraiment le record. Il y a un record officieux, comme ça qu'on De le dit au Will singulier? Ouais. C'est ça, de Will Chamberlain, De ouais. Will Chamberlain, c'était 35. Donc, il est vraiment pas passé loin. Daniel Gafford, il est passé à 2 paniers près. Il finit à 19 points, 15 rebonds et 8 sur 11. Ouais, petit putback, qui est pas rentré et du coup, ça s'arrête là. Mais bon, ça, je veux dire, ça change rien au fait que c'est une très bonne recrue et que son impact est très intéressant pour Dallas. Mais ouais, tu raison d'en parler, c'était une des petites storylines de ce match. Et je voulais revenir sur Kyrie encore parce que je le dirai jamais assez parce que je sais que beaucoup dans les commentaires, on disait: «Ah, vous aimez pas Kyrie, machin, machin». Il est absolument, incroyable cette saison dans le jeu. Enfin, peut-être pas incroyable parce que c'est son niveau quand il joue et qu'il enchaîne les matchs et qu'il y a pas de dinguerie extra sportive. Il a encore fait un super match en l'absence de Doncic. Je me souviens pas d'un mauvais match de Kyrie cette saison, en fait. À chaque fois que j'ai regardé les Mavs, ouais, au moins une fois sur 2, dès que le match, me semblait en valoir la peine, je l'ai toujours trouvé, parfaitement en contrôle, de sa technique, de son physique. Je le trouve parfait, en fait. Donc je sais pas comment ça se traduira pour Dallas. Est-ce que tout se goupillera suffisamment bien pour qu'ils aient un beau run en playoff? Mais Kyrie est absolument impressionnant là. Tu le disais, 36 points et 12 passes cette nuit et c'est dans une défaite certes, mais c'était quand même un match d'assez haut niveau je trouve, malgré l'absence de Luka encore une fois. Les 2 équipes ont shooté, à 51 et 52 donc il y avait de l'adresse. Et ouais, Kyrie très bon et Shai excellent aussi. On peut enchaîner peut-être avec la victoire de Boston contre Phoenix. C'était un peu le choc de la soirée, du coup, Mmh. entre 2 grosses équipes, même s'il y avait aussi, enfin, il y en a eu plusieurs. Il y avait aussi ce OKC Dallas, évidemment. Victoire de Boston contre Phoenix, 127-112. Alors, c'est une victoire qui qualifie Mmh. officiellement, mathématiquement, les Celtics pour les playoffs. Je pense qu'il n'y avait pas trop de suspense, mais il reste quand même un mois de saison régulière et Boston est déjà qualifié. Boston a 9 victoires d'avance sur le deuxième à l'Est. Je ne sais pas si tu te rends compte, Shai, 9 victoires Ouais. d'avance. Pour te donner une petite comparaison, le Thunder, qui est donc premier à l'Ouest avec cette victoire, qui est repassé premier, comme tu l'as dit, il y a 10 victoires d'écart avec les Lakers 9e. Donc quasiment, si tu veux, il y a 9 victoires d'écart entre... Mmh. ouais, il y a même moins de 9 victoires d'écart entre OKC et Dallas, qui est 8e. Et là, Boston, 9 victoires d'avance donc sur le deuxième à l'Est. Boston qui a pu compter sur 37 points de Jalen Brown. Il n'y a toujours pas Porzingis, mais il y avait Al Horford a mis 24 points en étant titulaire avec beaucoup de paniers à 3 points. 26 points de Jason Tatum. Et ouais, encore une victoire assez, enfin, pas impressionnante parce qu'on est habitué maintenant, mais encore une victoire des Celtics contre quel que soit l'adversaire. C'est vraiment une équipe super solide. 25 Bah, paniers à ouais, 3 points. Peut-être finir c'est là-dessus. ça. C'est 25 c'est le paniers à 3 c'est leur meilleure période de la saison à 3 points. Mais ouais, cavalier seul à l'Est. On était quand même, globalement d'accord pour dire que Boston était favori à l'Est, ne serait-ce qu'en saison régulière cette année. Mais le fait qu'ils soient aussi loin devant Milwaukee, aussi loin devant d'autres, concurrents comme Philadelphie et autres, c'est ça qui est impressionnant et ils ont cette constance quand même dans la performance. Dès qu'il y a une défaite un peu étonnante, derrière, tout de suite, ils corrigent le tir et malgré les absents, tu parlais de Porzingis qui,
fait partie de ces fameux joueurs inéligibles maintenant pour les trophées individuels ou les All-NBA Team. Malgré cette absence-là, bah, tu as raison, un soir, tu vas avoir Al Horford, le Théo des Boston Celtics, qui, qui va sortir une performance vintage. Jaylen Brown, 37 points. C'est, voilà, Boston, on le répète, hein, on a l'impression de se répéter, mais il ne faut pas sous-évaluer cette constance que je trouve toujours impressionnante de la part des Celtics. Après, il y a toujours un petit piège, c'est que tu te dis, bon, on est déjà qualifié, on est déjà premier. Comment est-ce que tu maintiens tout le monde suffisamment concerné pour pas arriver en playoff avec tout le monde qui est en vacances physiquement et dans les têtes? C'est une forme de challenge. Alors, eux, ils peuvent avoir un objectif. Je ne sais pas si c'est forcément un bon objectif à se fixer, pardon, mais ils peuvent encore finir avec le meilleur bilan de l'histoire des Celtics. Et quand on Mm. connaît la riche histoire des Celtics, Ouais. c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas s'ils le feront. J'ai l'impression que maintenant, à cette époque, il y aura quand même des repos, des mises au repos de certains joueurs lors de certains matchs. Je pense qu'ils iront au moins aux 65 victoires. Je ne suis pas sûr qu'ils iront forcément au-delà. On verra. Mais ça peut être une manière de se fixer un petit objectif et de rester un peu concerné. On peut passer à la grosse perf individuelle de la nuit, c'est celle de Jalen Brunson. Les Knicks ont battu les Blazers 105-93 avec 45 points de Jalen Brunson. Il a provoqué énormément de fautes. Il n'a pas arrêté d'attaquer la défense. Il finit donc avec 15 sur 17 au lancer franc notamment. Et les Knicks qui ont encore limité leur adversaire sous les 100 points, c'est le 4e match de suite. New York qui repart bien, ça y est, récupérer Brunson, ça a fait du bien. Le retour d'Anunoby surtout, et il manque maintenant plus que celui de Julius Randle, quoi. C'est ça, New York qui s'accroche. Ils sont quand même toujours ils sont vraiment en bonne position pour avoir cette 4e place qui, je le répète, est quand même importante. Avoir l'avantage du terrain, on a vu des équipes subir des upsets même avec l'avantage du terrain, mais je pense qu'ils en sont conscients et c'est aussi pour ça que ça joue dur, quel que soit les absents et les présents d'un soir à l'autre. Bon, là, c'est que Portland, mais je trouve que Portland essaye un peu de jouer le coup un peu plus sérieusement sur cette fin de saison. Hier, je sais pas si tu as vu, mais Théo a pensé à toi et a donné les stats de DeAndre Ayton, qui Oui. est sur un très très bon enchaînement de match, mine de rien. J'allais y venir, Ouais. évidemment. Ouais, il est sur un très très bon enchaînement de match. Les Blazers sont un peu moins désespérants, on va dire, qu'à un moment de la saison. Ils sont vraiment dans les matchs, ils en gagnent un par-ci par-là. Et bon, là, ça n'a pas suffi pour battre les Knicks. Comme tu as dit, Jalen Mais Brunson a été excellent. Mais... là, on a le Ayton, on a le DeAndre Ayton qui est un premier choix de draft, en fait. Mhm. Il ne faut pas oublier que ce mec est un premier choix de draft. Je me demande si lui, des fois, il n'a pas un peu oublié, pour être sincère. Quoique, quand il déclare « je suis un joueur max », il ne l'oublie pas complètement, mais dans sa production, là, on voit le DeAndre Ayton qui peut être une vraie star aux côtés de Shaedon Sharpe, aux côtés d'Anthony Simons. Tu as un potentiel Big Tree très intéressant, Big Tree jeune, évidemment. Ça ne veut pas dire que les trois deviendront des stars ou des superstars, mais il y a un vrai potentiel. Je n'ai même pas cité Scoot Anderson. Là, sur les derniers matchs, DeAndre Ayton, 30 points, 19 rebonds contre Toronto, et ça gagne. 22 points, 15 rebonds, bon, lors d'une large défaite contre Boston. 33 points, 19 rebonds contre Atlanta, et ça gagne. Et là, 31-14 contre New York. Bon, il y a une défaite à l'arrivée. Il y a une défaite où il manque justement Shaedon Sharpe, il manque Anthony Simons. Donc, il manque déjà le meilleur joueur de l'effectif, Simons. Il manque Shaedon Sharpe, qui est un des joueurs les plus prometteurs, voire peut-être le plus prometteur de l'effectif. Il se passe, je sais que cette saison de Portland, elle passe sous le radar, mais elle est quand même intéressante sur pas mal d'aspects. Et la franchise, je pense, je ne les vois pas rester longtemps dans l'ombre comme Détroit, par exemple. La question, ça va surtout être est-ce que Chauncey Billups c'est l'homme de la situation pour passer d'équipe qui tank à équipe qui progresse vraiment d'une saison à l'autre. Par exemple, Orlando l'a fait avec Jamal Mosley. On a vu une progression petit à petit jusqu'à cette saison où ils sont à la lutte pour les playoffs. Est-ce que Billups c'est ce gars-là? Je ne sais pas encore. Je me demande. Mais tu as raison, il y a des choses intéressantes. On n'est pas dans le désespoir total. C'est juste que tout au début de la saison, on a pu se dire il y a quand même DeAndre Ayton, il y a 2-3 mecs comme ça qui ont de l'expérience. C'est pas l'effectif le plus mauvais. Et au final, les voir végéter comme ça, vraiment tout en bas, c'était pas sans cette impression de progression qu'on recherche tout le temps, de promesses qu'on recherche souvent chez ces équipes-là. Là, je commence à en voir. Par contre, je commence à voir des choses plutôt intéressantes et tu as raison de le souligner. Et DeAndre Ayton, quand il a cette agressivité-là, celle qui lui a parfois fait défaut quand il jouait à Phoenix et qui lui a été reprochée, où il avait ses errements, ses sautes de concentration. Là, sur cette séquence de match, on le voit sous sa meilleure version, je trouve. Allez, on peut accélérer un peu sur les autres matchs. Il y a eu la victoire des Clippers contre les Bulls, victoire intéressante à l'extérieur.
126, 111. Surtout, ce qui est rassurant, c'est que Kawhi Leonard a Il joué. a Il joué, ouais. était de retour. 27 points à 12 sur 17. Et il y a eu un excellent Paul George. 28 points, 7 passes, 11 sur 12 au tir, 6 sur 7 à 3 points. Paul George, que des bonnes décisions. Et victoire des Clippers sans James Harden. Victoire intéressante à l'extérieur. Ouais, et rassurant de voir Kawhi effectivement après, la scène un peu curieuse qu'on sait toujours pas s'expliquer. Est-ce qu'il a eu un souci perso? Est-ce que c'était pour se faire soigner quelque part en particulier? Mais il a quand même quitté le dernier match en plein milieu, de la rencontre, en boitant un peu, enfin en marchant lentement. Là, le voir direct, dans le 5, le voir faire un bon match, c'est assez rassurant. On est quand même en mars, les playoffs approchent et ce serait bien de savoir si Kawhi sera à 100. A priori, ce sera le cas et tu fais bien de souligner le très bon match de Paul George, toujours dans ce rôle de facilitateur qu'on aime bien et sans Harden, on a vu un bon Bones Hyland aussi. Bones Hyland Ouais. titulaire, 17 points, 11 passes, c'est ça? Ouais, c'est ça. 17 points, 11 passes, 5 rebonds, 4 interceptions. Lui, il a un rôle. Alors, peut-être qu'il peut. Le problème pour lui, c'est que il peut passer du titulaire à un mec qui joue pas du tout, Mmh. dans le sens où son profil fait que c'est. Tu as besoin d'un mec un peu hit-check, mais ils ont déjà Norman Powell dans ce rôle. Tu peux pas forcément en avoir toujours deux, surtout que défensivement, c'est souvent des gars limités dans ce genre de profil. Ouais. Pas Powell pour le coup. Mais du coup, ouais, Bones Island, peut-être qu'on le verra en playoff, ça peut être un potentiel facteur X sur un match, sur une série, selon le match-up, etc. Mais c'est Il est bien, div tu te dis il est c'est ton divertissant, 10e, 11e homme. il est Ouais, ouais. divertissant. C'est-à-dire que tu peux bon, si tu es fan de l'équipe dans laquelle il joue, une fois sur 2, tu peux te taper la tête contre le mur, mais bah, à Denver, ils ont vu, hein. Mais là, quand il est comme ça, je l'aime bien un peu quand il est plus playmaker, quand c'est pas juste du dribble pour dribbler. Bah, j'aime bien ses performances. Tu as raison, ça peut être, dans une série un facteur X sur un match ou 2, tu vois? Où tu t'y attends pas, c'est pas le mec qu'ils vont surveiller et il peut quand même faire mal. C'est un joueur qui est doué. Yes, ouais, clairement, clairement, c'est un mec qui a du talent. C'est une tête brûlée, mais mec qui a du talent. Mmh. Victoire de Milwaukee contre Philadelphie, 114-105. Voilà, les Bucks se reprennent. 32 points, 11 rebonds, 7 passes de Giannis Antetokounmpo qui a été très adroit, 9 sur 12. Il a quand même perdu 7 ballons. Bon, de toute façon, les Sixers, cette équipe des Sixers, alors Tyrese Maxey a mis 30 points, mais Ils sont bien battus, hein, franchement, ils étaient en tête ouais. avant le 4e quart-temps, c'était pas mal. Oui, c'est vrai, c'est dans le 4e quart-temps que ça fait C'est le l'écart, pardon. 4e qu'ils ont vraiment que les Bucks ont commencé à se défaire des Sixers. Il a fallu une bonne séquence avec, Bobby Portis notamment et AJ Green qui est intéressant aussi, Oui, qui met, 14 points je bondissant. crois. Oui, À la 14 points, finale. 5 rebonds, pardon. Ouais, J'ai mais, impact intéressant pas et bondissant, je veux dire bon shooter, pardon. ouais et il a fallu quand même que Milwaukee se bouge un peu, pour dominer ces Sixers, toujours, difficile à enfin c'est même Tyrese Maxey a beau être là et mettre 30 points, c'est compliqué pour Philadelphie. Il y aura pas de qualification directe pour les playoffs, il y aura du play-in, sauf Ils surprise, sont mais encore en course. Il y a un très peu d'écart avec Indiana. C'est un peu l'équipe qui va, mmh, heu, j'allais dire, bah, qui va le mieux finir forcément. Hem, bon, Indiana est a priori quand même en position a plus d'arguments vu bah, oui, ils ils sont au sont complets. complet, mais c'est entre Miami, Philly, Indiana, même Orlando qui est un petit peu devant, il y a vraiment très peu d'écart. C'est cette conférence Je Est. suis un peu trop catégorique, tu as raison, mais c'est l'impression Mais bon, qu'ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ce sera compliqué, quoi. moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Si là, je devais faire un pronostic, sur ce que montrent les Sixers, sans Embiid, tu te dis, bah, a priori, ils ont perdu 7 de leurs 10 derniers matchs. Tu vois, Ouais, ça classe une équipe. Donc ouais, oui, évidemment, a priori, il passera par le play-in et s'il y a pas Embiid, le play-in, c'est pas une garantie non plus. Si ça s'arrête aujourd'hui, ton premier match, c'est contre Miami et le deuxième, c'est contre le vainqueur de Chicago-Atlanta. Ces 2 équipes, bah, évidemment, les Sixers peuvent gagner sans Embiid, même sur contre un ce genre match, d'équipe, mais sur un match, tu sais pas. Chicago avec DeRozan, c'est toujours quelque chose de spécial. Je trouve que Chicago a une meilleure équipe que ce que son bilan l'indique. mmh, C'est voilà, tu peux passer du rêve au cauchemar, quoi, parce que début de saison, Embiid est super dominant, tu es 1er à l'Est un temps. Je crois qu'ils ont été premiers à l'Est un temps avant bah, ils ont très ou bien démarré ou avec ils ont très bien ou Maxey et Embiid, ils 2e. étaient injouables, ouais. Ils étaient peut-être pas premiers à l'Est parce que Boston a tout du long caracolé, Mmh. mais ou en tout cas au contact de Boston et tu te retrouves, avec pas d'Embiid et pas de playoff, c'est dur. Ouais, on peut Allez, souligner que Nicolas Batum a joué 21 minutes en sortie de banc, 5 points, 3 passes, 2 rebonds. ouais. Batum un peu discret alors bon, on regarde pas forcément les stats, on sait que c'est pas des stats, ultra volumineuses avec Batum, mais un peu discret, un peu il est dans le moule, sans pour l'instant sans réussir à Mais briller. Mais bon, c'est un joueur qui a besoin d'avoir une équipe bah, très oui. compétitive. Là, à ce stade, on l'a vu avec les Clippers, il a besoin que ce soit compétitif pour être lui-même précieux, je pense.
Oui, oui, il lui faut. C'est un joueur qui est parfait aux côtés d'Embiid. Mmh. C'est Dernier match de la nuit, c'est la victoire des Rockets contre les Wizards, 135-119. La meilleure perf de la saison de Jalen Green, Mmh. 37 points pour Jalen Green. Je peux signaler pour Bilal Koulibaly, 10 points, 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions en 34 minutes. Il a encore manqué un peu d'adresse, mais quand même, voilà, il continue de noircir la feuille. C'est pas surprenant de voir Washington perdre. C'est bien pour les Rockets de voir Jalen Green briller. Et puis, voilà. Et puis 20 points, 11 rebonds aussi pour Amen Thompson. Ouais. Ouais, Jalen Green toujours irrégulier, mais quand il est là, il est tranchant. Il a l'air assez irrésistible offensivement. Voilà, ce joueur qu'on a toujours du mal à cerner, mais là, sur la fin de saison, sans Sengun, a priori, ça peut être intéressant de le voir peut-être un peu plus mis en avant. On va voir ça. Yes, bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Je crois qu'on a oublié aucun match. Non, pardon, on va pas s'arrêter là-dessus. On va d'abord parler quand même brièvement de Victor Wembanyama et de Rudy Gobert et du DPOY, parce qu'il y a des déclarations de Victor Ouais. Wembanyama qui ont retenu notre attention. Shai, je vais te laisser nous les donner. On peut en parler un Ouais, peu ensemble. c'est Benjamin qui nous a envoyé ça parce qu'il était, là, les Spurs ont une série de matchs à Austin, si je dis pas de bêtises, et Benjamin était à la conf de presse. Il a posé quelques questions à Victor, notamment, et sur la course au Defensive Player of the Year où, le nom de Victor, plane un peu, même si ça paraît curieux vu le bilan des Spurs. Beaucoup en parlent parce que ses performances personnelles sont bonnes, et donc il lui a été demandé, s'il visait ce titre de meilleur défenseur de l'année, et il a répondu: «C'est quelque chose que je veux gagner dans le futur», et en souriant, il a dit: «Je sais que Rudy a de très grosses chances de le gagner cette année et ce serait mérité, mais qu'il le gagne maintenant parce qu'après, c'est plus son tour». J'ai beaucoup aimé parce que bon, il y a une petite note, d'humour, un petit, comment Ouais, dire? petite pique à un de ses mentors, presque. On pourrait Voilà, non, mais presque c'est dire ça. c'est gentil, C'est tu vois? un Puis petit j'aime bien le fait qu'ils disent que Rudy a de grandes chances de le gagner cette année, et j'aime bien qu'ils disent, «C'est vraiment un titre qui va me tenir à cœur», et ça va avec, ce qu'il disait pour le rookie de l'année, ça va avec ce qu'il disait avec le fait de vouloir être All-Star. Il veut tout, et il le fait, enfin, il manifeste ses ambitions avec une forme d'humilité, une petite pointe d'humour, et en même temps, on sait ce qu'il veut, quoi. On sait que c'est un type qui veut rapidement gagner. Popovic d'ailleurs, pendant le même événement, il a dit, alors qui parlait de Jokic, ils lui ont fait une comparaison avec Jokic, sur le fait que Denver avait attendu la 7e saison, je crois, de Jokic pour gagner. Popovic a dit que, bah, au milieu d'un torrent de compliments pour Victor et sa personnalité, que lui, ils attendraient pas 7 ans avant d'être des contenders. Donc, tout ça est intéressant, et ça commence à se mettre en place. Le discours est bien lissé, et on peut s'attendre à des Spurs un peu plus compétitifs, je pense, au fur et à mesure des mois, et Victor qui va viser rapidement le DPOY, je pense. Moi, je pense sur leur troisième saison de Victor Wembanyama, c'est là où ils vont commencer à vraiment vouloir Ouais. monter en puissance. Troisième, quatrième, c'est là où va y avoir le boost. Et pour le Depoy, Wembanyama, c'est évident qu'il ira en chercher. Juste, en fait, il va tellement choquer au niveau statistique en termes de contre et d'interception que ça sera dans la tête des votants. C'est pour ça que je pense qu'il a une chance de terminer dans le top 3 du vote, ce que je trouverais C'est fou déjà, hein. un peu particulier, mais que je comprends aussi parce qu'il a un impact défensif immense et indéniable. Et sur plein d'aspects, tu peux défendre un argument en disant bah, c'est celui qui a le plus d'impact défensif dans la ligue. Mmh. Et la nuance est un peu fine entre impact défensif et meilleur défenseur. Donc, j'arrive moi à faire une petite nuance. Et c'est pour ça que je trouve que Victor Wembanyama n'est pas le meilleur défenseur de la ligue. Mais c'est évident que ça va lui revenir. Et en fait, bientôt, il le sera d'une certaine manière quand il va mieux comprendre le jeu, les systèmes. Et tu gardes cet impact défensif. Et en plus de ça, il va avoir la compréhension du jeu suffisante pour parfois ne même plus avoir besoin de faire un bloc ou une interception, justement. Juste, il va pas se faire battre, il se laissera moins piéger. Et là, tu auras un défenseur générationnel assez impressionnant, quoi. Après tout reste conditionné par, le classement des Spurs, un minimum, tu vois? Si enfin, tu peux Bien pas mettre sûr, un bien déjà, sûr. t'imagines s'il là, il va peut-être finir sur, je sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire, faudrait regarder, fouiller un peu, mais un mec qui joue pour l'équipe classée 15e à l'Ouest, qui finirait, top 3 meilleur défenseur, ce serait hallucinant. Dans une ligue où il y a quand même il reste des très bons défenseurs encore, on est d'accord que c'est moins, peut-être un tout petit peu moins de gros spécialistes qu'à une époque, mais Heu, enfin, ce serait fou, je trouve. Mais c'est à la fois, c'est aussi un témoignage de sa super, sa super, saison, malgré tout ça. Et c'est alors Théo nous glisse en coulisses que c'est Jordan le dernier à être, à avoir été, DPOY, enfin sur le podium, c'est ça? DPOY et MVP, Ah, ouais. ouais. Ouais, Ah ouais. oui,
Ça peut être aussi un objectif pour Victor, un jour plus loin dans sa carrière, DPOY MVP. En tout cas, il est bien parti pour, ouais, pour finir avec 2 voire 3 trophées individuels au cours de sa carrière. Ah, ça me paraît évident, ouais. Et Giannis Antetokounmpo aussi, il me semble, avait fait, Giannis Antetokounmpo, il a les 2 trophées, mais il l'a pas fait la même année, il a non? pas fait en même temps, ouais. Je me souviens plus. On sait plus avec on sait plus avec les trophées, mais dans tous les cas, voilà, pour revenir sur Victor, c'est en fait, il y a rien, il a besoin de s'interdire absolument rien et il le fait très bien. C'est marrant quand même, il a un bon mélange d'humilité et d'ambition, tu vois? C'est la limite, Exactement. elle peut parfois être fine et on reproche parfois aux athlètes américains, tu sais, on avait tiqué quand Ja Morant a dit: «Moi, je suis top, 3 ou top Ouais, 4 mais meneur». ouais, On mais avait Ja tiqué Morant, quand il y a il a pas l'aspect humilité quand même. non, Mais mais je après, sais, il avait raison c'est ce que d'avoir je dis. confiance en lui, mais Bien sûr, c'est justement là, il y avait peut-être pas l'aspect humilité. Après, tu peux dire c'est du réalisme et de l'ambition, ouais. mais ça pourrait être pareil. On pourrait dire, Victor, Mmh. bah, attends, le gars, il dit qu'il veut être, le meilleur joueur de tous les temps, qu'il veut être ça, 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 mais la manière dont il le dit, parce qu'il faut aussi voir la manière dont c'est dit et là, tu vois dans le ton qu'il sourit quand il parle du fait que ce sera plus le tour de Rudy bientôt et en même temps, il est quand même très sérieux, dans ce qu'il avance et tout ce qu'il a envie d'accomplir, lui semble réaliste et lui semble faisable, à court ou moyen terme, je pense, hein. On en revient à l'importance de la saison 2. La saison Ouais. 2, comment ça va s'enchaîner? Parce que les gens sont déjà frustrés. Tu te rends compte, il y a quand même des gens qui sont déjà très frustrés par la première saison collective des Spurs. Donc il ne faudrait pas non plus que ça traîne trop. Il faut qu'on voit une progression, ne serait-ce qu'au classement et ça permettra de légitimer plus, aux yeux de certains, je pense, d'éventuels, podiums, pour le DPOY, des sélections All-Star Game, tout ça, je pense que c'est quand même conditionné par ça. Yes. Olajuwon a aussi fait le MVP DPOY, nous dit Théo. Ouais. Je vous propose qu'on se laisse là-dessus, les amis, sur ces belles paroles sur Wembanyama, ce message d'optimisme et cet élan d'espoir pour le basket français. On va se retrouver évidemment demain pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions, ou en tout cas presque toutes vos questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. J'essaierai de faire mieux dans le quiz cette fois-ci. Et écoutez, passez tous une bonne journée et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.